Euh, Justement, donc au-delà de qualitatif, quantitatif, quand on cherche à modifier l'organisation du travail, il peut y avoir des premières étapes, il peut y avoir une certaine méthode, un certain ordre, à, pour toucher à l'organisation. Alors déjà, la première chose, c'est de simplifier le travail. La simplification des tâches, c'est vraiment ce qui serait à développer en priorité. En fait, l'idée, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut simplifier, d'évaluer les conséquences techniques et économiques sur l'exploitation, et si ça correspond bien aux objectifs de production de l'exploitant, ben, simplifier du coup cette tâche-là. Ensuite, le deuxième point, c'est s'organiser dans le sens faire avec ce que l'on a déjà sur l'exploitation. En gros, c'est anticiper, planifier, etc. Donc, on regarde ce qu'on a sur l'exploitation et on voit comment on peut mieux avancer les différentes parties. Ensuite, la troisième solution, c'est déléguer, aller chercher de la main-d'œuvre extérieure. Et puis, le dernier levier, c'est s'équiper. Donc, accéder à des matériels plus performants sans dégrader sa rentabilité. En sachant que des fois, quand on veut optimiser son travail, on va directement sur la case s'équiper, on va directement sur la case déléguer. Bah, l'idée, c'était de bien montrer que la délégation, c'est une solution qui s'imbrique dans un ensemble de solutions. Et que pour certaines choses, on va aller chercher à simplifier. Pour d'autres compartiments d'exploitation, on va plutôt chercher à s'équiper, etc. La délégation, c'est une solution qui fait part d'un ensemble de solutions à actionner sur l'exploitation. Ce que tu veux dire, c'est qu'à un moment, en fait, il y a un super levier qu'on a activé, c'était la mécanisation, par exemple, et que ça a ses limites, et qu'aujourd'hui, au-delà de la mécanisation, il va falloir chercher d'autres personnes pour aller travailler sur l'exploitation. C'est ça? Oui, qu'en fait, oui, c'est ça, c'est que c'est pas que en s'équipant qu'on répond aux questions de main-d'œuvre, etc. C'est pas que en déléguant qu'on répond aux questions de travail. C'est vraiment un ensemble. Et du coup, c'est important d'avoir ça en tête pour pouvoir derrière ne rien oublier et pas partir bille en tête sur une solution au détriment d'une autre qui aurait mieux servi. Mhm. Voilà. Ok. On a peut-être des commentaires, en fait, sur le travail et sur votre perception du travail avec ces angles-là. Est-ce que vous avez d'autres éléments qui permettent de compléter ou est-ce que vous avez des commentaires? Si je peux me permettre, Oui. alors c'est intéressant la manière dont Aurélie a introduit la question de la délégation. Donc, enfin, nous, on partage complètement ce point de vue et il nous semble que la délégation aujourd'hui est devenue une composante à part entière de l'organisation du travail sur l'exploitation agricole, alors que je dirais traditionnellement, la délégation était plus quelque chose voilà, qui était obligatoire en fait, pour lesquels l'agriculteur ne pouvait pas faire autrement que de déléguer, par exemple, la récolte, hein, parce qu'il il avait pas la moissonneuse-batteuse, il n'avait pas les moyens, quoi qu'il arrive, voilà, d'acheter une moissonneuse-batteuse et il n'avait pas la main-d'œuvre. Alors qu'aujourd'hui, on voit bien que la délégation est devenue en fait un choix délibéré et par conséquent s'insère hein, dans toutes les options possibles pour organiser le travail, s'insère comme une option possible. Voilà. Donc, nous parlons, nous, de choix stratégiques derrière la délégation. C'est-à-dire qu'un agriculteur, il peut faire appel à la CUMA pour moissonner, mais il peut aussi faire appel à une ETA pour moissonner si jamais la moissonneuse-batteuse de la CUMA est prise ou il a les moyens en fait d'investir et de s'équiper dans une machine pour la pulvérisation, mais il ne va pas le faire immédiatement parce qu'il a envie de tester en fait un nouveau matériel et avant de faire l'investissement. Donc, voilà, au travers de la délégation, c'est un choix stratégique d'organisation du travail, d'investissement et moins quelque chose qui est vécu comme une contrainte. Hmm. Il y a une question de Catherine Bosson. On va revenir un petit peu parce qu'on est passé assez vite en fait sur la délégation et les causes de la délégation. Donc il y a Catherine Bosson qui pose la question de n'y aurait-il pas une différence entre la délégation souhaitée et la délégation subie?
Alors oui, enfin, il me semble complètement, hein, que nous, enfin, me concernant, je fais complètement la différence entre les deux. Voilà, ce qui est nouveau dans la délégation aujourd'hui, c'est qu'elle est davantage souhaitée que subie. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Elle est davantage souhaitée que subie. Elle est parce que, voilà, encore une fois, parce que dans les motivations pour déléguer, nous voyons bien que ces motivations ne relèvent pas en fait de contraintes fortes, sauf, voilà, même, enfin, aussi, un chiffre qui nous a beaucoup étonné, c'est que la délégation concerne aujourd'hui davantage les exploitations de taille moyenne, de taille économique moyenne et grande. Ça veut dire que ce sont des exploitations qui ne sont pas nécessairement contraintes voilà, dans des investissements ou encore en main-d'œuvre. Hmm, hmm. Alors, je ne sais pas, Catherine, si ça te va, comme tu as tous les éléments de réponse? Hmm. Oui, merci. Je viens de faire mon commentaire. Effectivement, c'était parce que je souhaitais qu'on mette aussi dans le débat le fait que voilà, pour certains, c'est un axe, un levier de résilience et pour d'autres, ça ne l'est pas. Ok. Ça se comprend. Ok. Hop. Alors, les causes de la sous-traitance. Pourquoi certains sous-traitent? Voilà, donc je voulais partager avec vous en fait ce tableau qui est issu du sondage que nous avons réalisé en 2021, donc auprès d'un échantillon très large d'exploitation en France, et 1500 personnes ont répondu à ce sondage-là. Juste un exemple autour des exploitations par type d'OTEX, grande culture et bovin lait, et nous voyons bien que voilà, la délégation concerne selon l'orientation de l'exploitation, donc différents types de tâches et pour différentes raisons. Donc selon la tâche, c'est différentes raisons qui sont avancées. Donc pour certaines, comme lorsque les répondants au sondage nous disent, bah voilà, pour la récolte en grande culture, nous déléguons cette tâche pour des problèmes de ressources matérielles et de coûts. Donc nous sommes dans une sous-traitance voilà, plus classique, plus traditionnelle, alors que quand on nous dit, bah voilà, je délègue le semis, ce qui est complètement nouveau, hein, ce qui peut surprendre qu'un agriculteur délègue une tâche qui est symbolique, hein, qui est la tâche du semis. C'est pour des raisons parfois de temps, de coût, hein, et des raisons stratégiques. Des raisons stratégiques parce que voilà, un agriculteur qui veut tester une nouvelle machine, ou alors qui veut se recentrer sur d'autres ateliers, va déléguer intégralement l'atelier des grandes cultures, y compris donc le semis. Donc en bovin lait, nous voyons aussi des pareils, hein, pour des exploitations qui sont qui sont spécialisées bovin lait, donc il y a différentes tâches qui sont déléguées, avec là aussi différents motifs, hein. Des motifs de temps, de ressources matérielles, de compétences techniques, hein. Le temps, bien sûr, arrive souvent pour ces exploitations, comme première motivation pour déléguer. Et effectivement, donc ce sont, vous le connaissez sans doute bien, hein, dans votre région, mais c'est la contrainte temps aujourd'hui, hein, est un facteur majeur en fait de délégation. Et ce qui intéresse, voilà. Et donc, ce qui nous a amené, en fait, si vous voulez, à construire donc une typologie d'agriculteurs qui délèguent. Donc, nous avons identifié donc cinq types d'agriculteurs selon les raisons de la délégation, selon les logiques derrière la délégation. Donc, vous avez un type, le premier qui est un type classique, hein, que nous connaissons, donc de délégation par capacité, par manque de capacité.
Ensuite, donc dans les figures de nouveaux adoptants de la délégation, vous avez l'agriculteur qui est soucieux de la transition agroécologique, qui va chercher à tester de nouvelles pratiques, qui n'a pas envie d'investir tout de suite parce que voilà, les machines avec les systèmes embarqués, ça coûte très cher et que vaut mieux faire appel à une ETA qui a la technologie, par exemple, une technologie embarquée, tester bien correctement avant d'investir. Tester de nouvelles pratiques. Dans le sud-ouest, voilà, j'ai échangé avec des agriculteurs qui voulaient tester le semi-direct avant de s'y mettre et qui discutent longuement avec l'entreprise, le prestataire de service, qui est généralement un agriculteur qui connaît bien. On verra que derrière cette relation de sous-traitance, il y a beaucoup d'interconnaissances parce qu'il faut de la confiance aussi. Donc, qui échange beaucoup avec le prestataire de service, qui connaît bien sur ces innovations techniques, mais aussi des nouvelles pratiques. Et c'est intéressant parce que du coup, on voit que derrière la délégation, il y a aussi la question, je dirais, du conseil, de l'accompagnement. Voilà. Il n'y a pas simplement la prise en charge d'un travail pour autrui, mais il y a aussi, voilà, je t'accompagne, on discute des pratiques, etc. Et puis après, il y a des agriculteurs qui cherchent à déléguer parce qu'ils cherchent à gérer le risque. C'est clairement le cas d'un certain nombre d'agriculteurs qui aujourd'hui ne veulent plus, je dirais, ne veulent plus s'embêter avec, par exemple, les traitements phytosanitaires. Qui demandent un savoir-faire et aussi là un équipement de précision, ou alors qui ne veulent plus s'embêter avec des problèmes de voisinage et qui vont externaliser ce risque à des entreprises de travaux agricoles ou alors d'autres types de prestataires qui savent mieux faire qu'eux. Et enfin, il y a un quatrième type, c'est plutôt des agriculteurs qui disposent de petites exploitations, des exploitations de petite taille ou des ateliers de petite taille qui ne justifient pas, c'est pas qu'ils ne peuvent pas, mais qui ne justifient pas l'investissement. Voilà, soit l'investissement en matériel et qui préfèrent déléguer, ou alors des exploitants qui sont en je dirais, en bout de course pour un certain nombre d'ateliers, et notamment l'atelier lait, et qui vont déléguer la partie culture en attendant de finir l'atelier lait pour une sortie précoce du métier. Et puis un dernier cas, c'est bien sûr, ce sont tous les agriculteurs qui choisissent l'option de la délégation quasi intégrale ou intégrale. Donc là, il y a toutes sortes de motivations, soit parce qu'il est tombé malade et qu'à un moment, il doit s'arrêter et voilà, il préfère déléguer plutôt que d'embaucher quelqu'un et de devoir contrôler cette personne. Et en plus, aujourd'hui, l'embauche d'une personne de confiance pour travailler, pour reprendre une exploitation, même pour un temps court, est compliqué. Vous avez les agriculteurs aujourd'hui qui, notamment parmi les jeunes qui s'installent, qui ne sont pas très intéressés par certaines tâches de production et qui préfèrent se recentrer sur leur cœur de métier. Voilà, vous avez des sorties précoces, etc. Donc, il y a tout un tas de motivations qui conduit aujourd'hui certains agriculteurs à déléguer intégralement en fait, des ateliers, voire l'exploitation agricole. Vous avez des agriculteurs qui partent à la retraite, qui n'ont pas de repreneurs et qui, dans l'attente d'une hypothétique reprise, vont déléguer intégralement, par exemple, la gestion de l'exploitation. Et pour eux, c'est bien plus intéressant que de donner un fermage parce qu'ils jugent le statut du fermage bien trop contraignant aujourd'hui. Et même, ce qui est intéressant, donc je vous raconte des cas que j'ai pu croiser lors des enquêtes. Tout dernièrement encore, 3 jeunes qui s'installent en maraîchage sur une exploitation qui fait une trentaine d'hectares. Ils n'ont pas envie de, voilà, parce que c'est compliqué de mettre 30 hectares de suite en maraîchage, et donc ils vont cultiver 4-5 hectares en maraîchage, bien le faire, et les 25 autres, ils vont pas le donner en fermage parce qu'ils se disent, voilà, ça se trouve, dans 2 ans, on va vouloir faire quelque chose dessus, et donc ce sont des jeunes qui confient en fait les 25 autres hectares à un voisin en délégation intégrale. Donc, il y a vraiment tous les cas de figure
Et d'où hein, cette explosion, je dirais, de la délégation aujourd'hui ou du faire-faire. J'ai une question en fait de la part de Marie Charleuf depuis alors je lis la question, hein. Elle est dans le chat. Où se situent les exploitations enquêtées? Est-ce que c'est toute la France ou seulement une partie? Alors sur toute la France. Toute la France. Alors après, il y a des zones hein, où la délégation est plus développée que d'autres zones. D'accord. Alors, il y a une autre question. Alors, c'est Gilles Fortin qui dit, mais quel est le profil des exploitants, des professionnels, ou y a-t-il aussi des propriétaires terriens gérant un patrimoine familial? Alors, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Hein. Il y a, alors, je pourrais vous communiquer donc nos publications, mais il y a vraiment de tout. Il y a des jeunes, il y a des exploitants plus âgés, il y a des retraités donc, qui, entre guillemets, sont aujourd'hui plus propriétaires fonciers que exploitants actifs. Vous avez des grandes exploitations, des petites exploitations. Alors, la délégation, par exemple, intégrale, elle concerne principalement les grandes cultures, mais elle concerne aussi à hauteur de 12% des exploitations en bovin-lait. Donc, ce n'est pas rien, c'est quand même énorme. 12% des exploitations françaises spécialisées en bovin-lait délèguent intégralement les travaux de culture. Donc, vraiment, nous avons toute la palette des exploitations qui sont concernées par la délégation partielle ou intégrale. D'accord. Et donc pour l'analyse de la situation de chacun, avec tous les paramètres et les définitions qu'il y avait tout à l'heure sur ce qu'est le travail, on a Derry Poche qui pose une question, qui fait une remarque en fait, mais est-ce que ce serait pas comme du coaching en fait, pour que certaines exploitations soient analysées par des organismes? Finalement, c'est comment ça se passe en fait le travail pour essayer de comprendre l'organisation et ce dont ils ont besoin. Est-ce qu'on pourrait parler de coaching? Alors aujourd'hui, ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a très très peu de conseils ou alors d'accompagnement en matière d'organisation du travail. Et c'est vrai que quand nous avons fait nos enquêtes, alors nous doublons, alors en termes de méthodologie, alors nous faisons des grands sondages pour avoir des éléments un peu quantitatifs. Et à côté, nous faisons beaucoup d'enquêtes de terrain approfondies où nous nous pouvons passer des journées entières avec les agriculteurs pour bien comprendre comment ils travaillent, etc. Et lors de ces enquêtes plus approfondies, en fait, tous les agriculteurs nous disent que voilà, c'est vrai que c'est compliqué pour eux parce qu'ils sont très mal accompagnés en fait dans tout ce qui relève de la gestion du travail, donc des conseils, comment mieux organiser son travail sur l'exploitation. Et si j'ai besoin de trouver, par exemple, un salarié, comment je fais voilà. Donc est-ce que c'est du coaching? En tout cas, ça interpelle en fait, ça interpelle le métier de conseiller. On voit aussi que dans la liste du tableau d'avant, en fait, on avait pas mal de choses sur ce qu'on délègue, et donc des choses qui relevaient plutôt des actes de production ou des choses qui sont proches de l'identité de l'agriculteur. Mais on a aussi des cas où des agriculteurs arrêtent d'être des agriculteurs au moment où ils disent ce qui est administratif, qui relève de la trésorerie, de l'administratif, ça ne m'intéresse pas. Donc, est-ce qu'on peut traiter de la délégation sur des tâches administratives? Alors oui, nous, c'est vrai que nous l'incluons dans les tâches dans la délégation. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui est peut-être habituel je dirais plus habituel dans un agriculteur que de déléguer par exemple la comptabilité. Mais quand nous voyons aujourd'hui des agriculteurs qui délèguent également par exemple la décision, le remplissage des dossiers PAC, voilà, les décisions sur l'assolement, etc. Tout ce qui est achat, appro, commercialisation. Donc, pour nous, oui, nous devons, enfin, nous, ça nous semble naturel de considérer tous ces éléments, en fait, voilà, comme faisant partie de la délégation. D'accord. Donc confier, donc c'est une remarque aussi sur le chat de Derry Poche, mais je connais pas le prénom. C'est déléguer, c'est aussi confier sa déclaration PAC à quelqu'un ou se faire aider pour une déclaration PAC. Oui, oui.
Et nous avons des entreprises de travaux agricoles qui aujourd'hui font le travail, qui prennent en charge notamment l'intégralité des travaux de l'exploitation et qui vont beaucoup plus loin, c'est-à-dire qui proposent en fait le service d'achat d'intrants, de commercialisation et de remplissage de la déclaration PAC. Donc, je pense notamment à une entreprise de travaux agricoles qui gère plusieurs milliers d'hectares pour une dizaine d'exploitations et qui, pour lui, en fait, voilà, c'est comme s'il gérait, ça lui permet de rationaliser complètement les assolements, de rationaliser aussi le travail lui-même et son équipement, l'usage de son équipement sur ces plusieurs milliers d'hectares. Et à la fin, si vous voulez, il propose aussi des services de remplissage du dossier PAC et il reconstitue en fait les exploitations individuelles lorsqu'il remplit les dossiers PAC. Mais derrière, pour l'ETA, c'est bien une grosse exploitation qu'il gère. Très bien. Alors, est-ce qu'on a des remarques? Ah. Mais alors, ouais, alors une question. Alors, parce que je pose des questions pour Denis Ripoche, mais Denis Ripoche, tu peux intervenir aussi, il suffit de lever la main et puis d'allumer son micro, ça sera plus facile. Alors voilà. Mais par exemple, la question que je me posais, avez-vous étudié la double activité? Parce que c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé et qui a un gros rapport avec la délégation, justement. Excusez-moi, je n'ai pas bien entendu la première partie de votre question. Oui, je disais, avez-vous étudié le phénomène de double activité? Ah oui, tout à fait. Avec la délégation, ouais. Oui, nous avons parmi les répondants, en fait, parmi les agriculteurs qui délèguent, oui, la question est posée, c'est est-ce qu'ils ont des activités à côté qui les conduit, et effectivement, c'est un facteur déterminant de la délégation. Vous avez aujourd'hui beaucoup de doubles actifs, notamment des gens qui ont hérité d'une exploitation, des jeunes qui ont hérité d'une exploitation, qui font autre chose et qui délèguent intégralement la gestion de l'exploitation à un tiers. Ou alors, je vois là, j'ai en tête en fait un agriculteur que j'ai enquêté qui a conservé, qui s'est installé, mais qui ne s'est pas complètement installé, qui s'est installé en double actif parce qu'il a préféré conserver quand même une activité à côté. Notamment, il est employé dans une coopérative et il a préféré donc garder cette activité, donc passer à mi-temps et puis s'installer à mi-temps sur l'exploitation donc de ses parents qu'il a repris. Pourquoi? Parce qu'il y avait des synergies. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est une véritable richesse que de pouvoir être double actif. Et donc, il y avait une synergie entre les deux métiers. Donc, une question. Vas-y Valérie. La proportion entre les nouveaux adoptants, est-ce que vous avez des lignes qui se dégagent? Est-ce qu'il y a plus d'agriculteurs contraints ou c'est plus les agriculteurs sociaux de la transition agrologique qui augmenteraient? Alors, en termes de proportion, je dirais que pour l'instant, en fait, il y a les agriculteurs soucieux de la transition agroécologique ne sont pas encore, on voit émerger en fait cette catégorie-là, mais c'est pour beaucoup, les catégories 3, 4 et 5. Ok. D'autres remarques sur cette partie autour de travail, organisation? Et ce qui est délégué?
Alors, je vois Monsieur Gilles Fortin qui fait une remarque très juste. Hein. Ah. La délégation de la gestion administrative et des décisions pose la question des enjeux juridiques, responsabilité. Alors, effectivement, donc, il y a… oui, je suis complètement d'accord. Après, ce qui est intéressant, c'est que sur le terrain, dans l'univers de la délégation, il y a beaucoup d'informalité. Lorsque vous regardez les contrats qui sont signés, parfois il n'y a pas de contrat déjà. Et lorsqu'il y a des contrats qui sont signés entre les agriculteurs et les prestataires, c'est surtout les tâches techniques qui apparaissent sur le contrat. Tout ce qui relève, si vous voulez, voilà, ce que je qualifie de fonctions administratives, hein, de conseil, d'accompagnement, voilà, de décisions sur l'assolement, de remplissage du dossier PAC, ça n'apparaît pas tout le temps, ça n'apparaît pas d'ailleurs sur les contrats, mais nous le voyons, nous le savons parce que bon, nous discutons avec les agriculteurs, puis après nous avons fait des enquêtes aussi auprès des prestataires de services et ça, par contre, ça apparaît dans le différentiel de prix des chantiers. D'accord. Alors il y a une remarque aussi sur l'accompagnement qui existe dans les chambres sur l'organisation du travail. Alors moi j'ai une remarque en fait, c'est est-ce que seules les tâches clairement identifiées par les agriculteurs sont délégables? Alors pour revenir sur la partie administrative, on peut avoir des tâches. Alors je reviens sur par exemple la gestion de la trésorerie. La gestion de la trésorerie, ou le suivi de la trésorerie au minimum, hein, c'est une tâche qui peut être identifiée et qui peut être déléguée à un comptable ou à d'autres. Mais la plupart du temps, on s'aperçoit que la gestion de trésorerie ou le suivi de trésorerie n'est absolument pas réalisé dans les exploitations. Finalement, on trouve que c'est pas utile. Donc, on le fait pas soi-même, mais on le fait pas faire non plus par les autres. Est-ce qu'il y a beaucoup de tâches qui existent comme ça, en fait? Est-ce qu'il y a beaucoup de tâches comme… Alors, je pense, enfin, à mon avis, des tâches qui sont mal identifiées par les agriculteurs, qui seraient prises en charge par… alors, je réfléchis. Pour l'instant, j'en vois pas d'autres, mais… Ouais, c'est ça, c'est peut-être des petites tâches en fait qui relèvent de choses un peu plus abstraites et qui finalement sont confiées à personne et qui restent dans le vent comme ça, qui permettraient peut-être d'améliorer la situation des exploitations, mais qui sont pas réalisées quoi, en fait. On a Céline Collet et Céline, toi pour les chambres, tu travailles pas mal sur l'organisation du travail et donc il y a des accompagnements qui existent dans les chambres. Oui, en fait, on intervient. Donc, Céline Collet, je suis chargée de mission à la Chambre d'agriculture de Normandie et j'anime plusieurs conseillers qui font du travail, dont certains sont autour de la table. Donc, je les laisserai un peu présenter comment eux effectuent ce conseil. Mais en effet, on essaie d'apporter des solutions à des agriculteurs qui sont sur une problématique travail. Donc, avec les différentes solutions qui s'offrent à eux, la voie de l'équipement, la voie de la simplification, mais également souvent la voie de la délégation. Donc, on essaie de travailler avec eux sur voilà, leur cadre de valeur, leur cadre de référence pour choisir avec eux quelle est la meilleure option. Et puis après, on travaille avec eux sur concrètement qui, quoi, quelle tâche déléguée, comment on met ça en œuvre. Mais si vous voulez plus de détails, je pense qu'il y a peut-être Bénédicte qui est autour de la table ou Marie-Laurent, peut-être qu'ils pourront compléter. Mais voilà un peu, en tout cas, la méthode que nous, on utilise. Après, très concrètement, c'est vrai qu'on constate des besoins, mais la demande est assez faible ou peu exprimée en fait des agriculteurs. On intervient souvent dans des situations où là c'est assez catastrophique. L'anticipation sur la délégation ou la prise de recul par rapport à cette question de la délégation, elle est pas encore très très bien appréhendée par les agriculteurs. Alors, donc on a vu des éléments de contexte, on a vu des éléments de définition. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. La délégation, comment s'y prendre et surtout comment l'accompagner. Alors, donc dans un premier temps, on va vous présenter un état des lieux
de nous, ce qu'on a pu repérer sur la délégation en Normandie, en sachant que cet état des lieux, ce n'est pas, contrairement à l'étude que nous a présentée Geneviève, c'est pas une étude quantitative. On n'a pas fait 300 enquêtes sur toute la Normandie. Là, on a essayé de faire des enquêtes qualitatives qui nous permettent déjà de voilà, d'identifier certains éléments. 6 enquêtes ont été réalisées et on a aussi fait un focus group lors du méca élevage de septembre dernier, où avec une quinzaine de participants, on a pu aborder la question de la délégation, etc. Et donc, ces 2 éléments ont nourri cet état des lieux. Et donc, l'idée, c'est de vous montrer voilà, qu'est-ce qui ressort de ces différents travaux sur la délégation en Normandie. Alors pour ça, plutôt que de parler pendant une demi-heure toute seule, je vais encore une fois vous demander d'aller sur Klaxoon pour une question. Ah. Donc, là, j'ai lancé l'activité qui s'appelle « Déléguer quel besoin ». Tiens, Donc, tu peux remettre le lien de Klaxoon si tu veux, parce que je pense qu'on était 40 et maintenant on est 42, donc c'est des personnes qui l'ont plus ou qui l'ont pas eu. Voilà, le lien est dans le chat. Donc, ceux qui ne l'ont pas eu, je vous invite à vous connecter. Donc là, c'est ordonnancement, donc de 1 à 4. Donc, l'idée, c'est de classer la tâche qui est, selon vous, la plus déléguée à la moins déléguée. Donc, vous cliquez sur l'élément et vous le faites basculer en première position si pour vous, c'est celle-là qui est déléguée en premier, et en dernière position si c'est celle qui est la moins déléguée. Et oui, et donc là, c'est le quartier gagnant après, c'est ça, le classement? Et surtout, vous cliquez sur valider après. Quartier gagnant dans l'ordre. Alors, je vais faire ne plus attendre. Alors, vous avez été 3% à trouver le bon ordre. Donc, il fallait mettre en premier gestion, deuxième conduite des cultures, troisième soin des animaux et quatrième entretien des équipements. Donc 3%, ça fait une personne. Bravo, Ouais, c'est ça. bravo. On n'a pas les noms, on n'a pas les noms. Hein. Voilà. Alors, là, je clôture l'activité et je vous propose quelques explications sur Zoom. Alors, dans nos différentes enquêtes et puis dans le focus group, ce qui est ressorti, c'était que toutes les personnes interrogées déléguaient certaines tâches de gestion. Alors, il y en avait, c'était la comptabilité, il y en avait, c'était des tâches administratives, il y avait une personne également qui nous a parlé de la PAC. Donc voilà, la partie gestion, on en a parlé tout à l'heure. Des fois, c'est une partie qu'on oublie, ou en tout cas, quand on parle de délégation, on n'y pense pas souvent. Et pourtant, c'est celle que nous, on a vue comme étant la plus représentée dans les enquêtes que l'on a conduites. Donc, déjà, la première, des tâches de gestion. Ensuite, ce qui est ressorti, c'était la délégation de la conduite de certaines cultures. Alors, c'est principalement pour les opérations de récolte et d'épandage. Ensuite, on a quelques exploitants qui s'interrogent sur la délégation du semis, soit qui ont commencé à le faire, soit qui vont le faire. Mais tout à l'heure, Geneviève en a notamment parlé. Voilà, ce n'est pas l'opération culturelle qui est la plus déléguée, mais on voit que ça commence quand même à se faire. Et puis après, pour tout ce qui est traitement, donc il y a des éléments délégués, mais pareil, ce n'est pas forcément les opérations culturelles qui sont les plus déléguées. Pourquoi ? Ce qu'on sent, c'est que c'est peut-être aussi des opérations qui sont un peu plus sensibles, et donc avec des questions de responsabilité, etc., qui sont peut-être plus importantes et plus délicates à aborder en délégation, mais c'est quand même faisable, puisqu'il y en a qui le font. Ou bien, notamment pour le semis,
c'est aussi que ce sont des opérations qui peuvent être vraiment stratégiques pour l'exploitation. Et donc, on va peut-être avoir moins confiance à déléguer ces opérations-là. Pourquoi je mets en avant ces critères-là? C'est que derrière, si on réfléchit à la délégation, peut-être que pour certaines tâches, il y aura des réflexions en amont ou des discussions ou de l'organisation à prévoir pour justement répondre à ces questions de confiance, de responsabilité, etc. Donc, il y a des opérations culturelles qui sont déjà facilement et souvent déléguées, et il y en a d'autres qui demandent peut-être certains points supplémentaires. Alors ça, on l'abordera plus en détail tout à l'heure. Ensuite, un peu moins délégué, mais on le rencontre quand même, les soins aux animaux. Donc, c'est principalement la traite. Ensuite, il y a la partie alimentation qui peut être déléguée. Et ensuite, en dernière position, le suivi du troupeau. Le suivi du troupeau, c'est quand même souvent pas vraiment délégué. En fait, c'est qu'il y a une autre personne qui le fait, mais on continue de le faire pour autant. Ce n'est pas une délégation totale où il y a une personne qui suit le troupeau et ce n'est pas nous. Voilà, donc c'est principalement la traite, ensuite l'alimentation et le suivi du troupeau un peu moins. Autre tâche qui peut être déléguée, mais qui a été moins souvent relevée dans nos enquêtes, l'entretien des bâtiments et des équipements. Et puis aussi, on peut déléguer des tâches qui sont techniques et spécifiques. Donc, par exemple, dans notre échantillon, il y avait un agriculteur qui déléguait le chargement et le suivi biologique d'un méthaniseur. Donc là, on est sur des tâches qui sont vraiment très spécifiques. Et du coup, peut-être que le profil du salarié que l'on va chercher pour déléguer cette tâche-là sera peut-être un peu différente que d'autres tâches déléguées plus habituelles. Donc voilà, c'est un petit panel des éléments qui peuvent être délégués sur les exploitations. Ce que je vous propose maintenant, c'est de réfléchir à, d'accord, on peut déléguer ça, mais pourquoi on va être amené à déléguer telle ou telle tâche? Quelles sont les motivations des agriculteurs et des agricultrices à la délégation? Alors pour ça, je vais vous redemander d'aller sur Klaxoon. Et comme tout à l'heure, je vais vous demander d'ordonner des propositions. On a demandé aux agriculteurs pourquoi ils déléguaient, on a relevé les motivations. D'après vous, quelle est la motivation que l'on a le plus rencontrée et celle que l'on a le moins rencontrée? Donc vous mettez dans l'ordre de la plus rencontrée à la moins rencontrée. Sur l'onglet Klaxoon, dont je remets le lien dans le chat. Ça a l'air bon, ouais. De la plus rencontrée à la moins rencontrée. En gros, qu'est-ce qui a le plus de poids dans les motivations à déléguer? Alors, résultat. Personne n'a trouvé la bonne réponse. Ah. Alors, il fallait mettre en 1 l'évolution de l'exploitation, en 2 le manque de temps, en 3 l'équipement absent, en 4 la recherche d'une meilleure qualité de travail, et en dernier la volonté de s'investir à l'extérieur de l'exploitation. Alors, quelques explications. En fait, quand on peut être amené à déléguer suite à l'évolution de l'exploitation. Alors, l'évolution de l'exploitation, ça peut être un agrandissement, ça peut être le développement d'une nouvelle activité, par exemple la mise en place d'un méthaniseur, mais ça peut être aussi des changements dans les travailleurs. Donc, par exemple, le départ d'un associé, il part en retraite, on se retrouve avec des questions de temps de travail et des compétences en moins. Donc, plutôt que de partir avec un autre associé, on va peut-être chercher à avoir un salarié, etc.
et donc à déléguer aussi certains chantiers, se séparer. Voilà, l'associé, peut-être que lui, il faisait plus l'épandage, nous non. Bon, on va aller chercher à déléguer l'épandage, etc. Après, ça peut être aussi des évolutions de systèmes, par exemple un passage en bio, où ça va modifier les tâches à réaliser sur l'exploitation. Et donc, on va peut-être devoir faire des nouveaux choix d'organisation qui vont aller jusqu'à la délégation de certains chantiers, de certaines tâches, de certaines opérations. Et puis, on parle d'évolutions assez concrètes de l'exploitation, mais des fois, on peut aussi avoir des évolutions des aspirations de l'exploitant, notamment en lien avec leur avancée dans leur carrière, dans leur, j'allais dire le vieillissement des chefs d'exploitation, mais pas dans un sens objectif. Donc, par exemple, il y avait des interrogés qui nous disaient « En vieillissant, on aspire à une vie plus tranquille. On a des tâches… » Donc, une autre personne qui disait « On a des tâches plus difficiles physiquement avec l'âge. » Ou une autre personne qui disait des tâches que l'on a assez vues, assez fait et qui nous motivent moins au bout d'un certain temps. Donc voilà, c'est vraiment l'évolution de l'exploitation et des exploitants qui motive en priorité pour les enquêtes que l'on a réalisées. Bon, c'était kiff-kiff avec une autre motivation, c'est le manque de temps. Bon, je pense que je n'ai pas forcément besoin d'expliquer celui-là, on en parle depuis tout à l'heure, mais voilà, des difficultés à trouver du temps, de plus en plus de travail, voilà, une recherche d'optimisation de son temps de travail motive en général pour passer à la délégation. Après, je voudrais revenir sur la troisième motivation, c'est l'équipement absent. Parfois, au moment de réinvestir, voilà, de renouveler un matériel, on peut se rendre compte que est-ce qu'il y a vraiment intérêt à réinvestir plutôt que de ne pas investir dans le matériel, donc ne pas avoir ce matériel-là sur l'exploitation ou dans la CUMA, etc., mais plutôt de ne pas utiliser ce matériel-là, mais plutôt de déléguer le chantier. Ça permet d'éviter d'alourdir ces investissements sur l'exploitation et de pouvoir quand même avoir le travail réalisé. Donc, des fois, la délégation, elle ne va pas partir d'une question de temps ou vraiment d'une question de main-d'œuvre, elle va partir de l'équipement. C'est un point qui est quand même assez souvent ressorti. Ensuite, recherche d'une meilleure qualité de travail ou de compétences. Donc, pour certaines tâches, il y a certaines actions qui sont quand même assez techniques, qui donc demandent de la technicité de la part de la personne qui le réalise. Et ça peut être des fois plus avantageux de faire ce travail-là plutôt que de le faire soi-même. Pourquoi? Parce qu'un salarié qui va faire ce travail sur plusieurs exploitations, ça veut dire qu'il aura plus d'hectares, par exemple, pour maîtriser cette opération-là. Et donc, il risque d'être plus efficace pour la réalisation et de faire un travail de meilleure qualité que si on l'avait fait soi-même. Des fois, on pense l'inverse, mais pour certaines tâches, ça peut vraiment avoir un intérêt qualitatif de déléguer. Bénédicte Auboin, il faut que tu coupes ton micro, s'il te plaît. Ah, pardon. Excusez-moi. Donc, ça va être par exemple pour une tâche technique ou avec beaucoup de technicité, où on aura plus confiance, voilà, ça sera plus facile de le faire par quelqu'un d'autre. Ou bien, ça peut être tout simplement une tâche dont on n'a pas les compétences, et plutôt que de se former, ce qui prendrait du temps pour être compliqué et qu'il faudrait en plus caser cette nouvelle tâche dans notre emploi du temps, et bien plutôt que voilà, de se former, on va chercher quelqu'un qui est directement formé et qui sait déjà la faire, ou en tout cas qui pourra la faire dans de meilleures conditions. Et ensuite, la dernière motivation, investir du temps à l'extérieur de l'exploitation. Donc, ça peut être par exemple des personnes qui souhaitent investir plus de temps pour leur vie personnelle, pour leur famille, etc. Mais ça peut être aussi des exploitants qui ont pris des responsabilités, par exemple, dans un réseau agricole et qui donc va avoir des réunions, etc. et qui ont envie de dédier du temps à cette partie-là et qui, du coup, va devoir trouver des solutions sur son exploitation-là parce que les temps qu'il va passer à l'extérieur, il y aura bien du travail. Pendant ce temps-là, il y aura quand même du travail à faire. Donc voilà, il y avait notamment 2 personnes qui s'étaient exprimées sur le fait que la délégation, c'était notamment arrivé à un moment où eux, ils avaient envie de s'investir ailleurs. Et ce n'est pas forcément que pour du perso, ça peut être aussi en lien avec l'agriculture, dans des responsabilités ou d'autres instances, etc.
on a vu qu'est-ce qui était délégué, pourquoi. Maintenant, la question, quand même, quand on parle de délégation, c'est à qui on va déléguer. Alors là, il y a plusieurs possibilités. Donc, ça peut être une délégation qu'on va dire en interne. Donc, ça peut être une délégation qui va être en interne, ou bien ça peut être une délégation qu'on va plutôt appeler une délégation externe. Dans la délégation interne, on a vraiment plein de formes différentes. Donc, par exemple, dans les enquêtes que l'on a réalisées, il y avait plusieurs enquêtés qui avaient du salariat direct. Donc, souvent, par exemple, dans des situations d'agrandissement, de réorganisation du travail, il y a besoin d'une personne supplémentaire sur exploitation. Ou bien ça va être sur des périodes très intenses en travail. Donc, on va se rendre compte que pour pouvoir supporter ces pics de travail, on va avoir besoin de main-d'œuvre. Ou bien, par exemple, au moment d'un départ d'un associé, comme j'ai dit tout à l'heure, où on va devoir chercher un salarié, etc. Ensuite, on a aussi ce qu'on appelle le salariat partagé. Donc, par exemple, en CUMA, vous pouvez être groupement d'employeurs, c'est-à-dire embaucher une personne qui va faire les travaux sur plusieurs exploitations du collectif. Donc ça, c'est la forme groupement d'employeurs. Après, il y a aussi, par exemple, des voisins qui ont un salarié partagé. Il y avait une personne, je crois, dans l'enquête qui était concernée. Donc voilà, le salariat partagé est aussi une possibilité. Ensuite, dans la délégation interne, c'est là où on retrouve aussi l'entraide familiale. Et puis, on a aussi plusieurs enquêtés qui avaient des apprentis et des stagiaires. En fait, ça fait aussi partie de la délégation interne. Alors, concernant la délégation externe, là, pareil, on en a déjà parlé tout à l'heure, il y a plusieurs formes possibles. Donc, il y a les délégations des chantiers à la CUMA, il y a les délégations à l'ETA, il y a les services de remplacement qui font partie aussi de ce compartiment délégation externe. On a également l'entraide, par exemple, un groupe d'entraide qui s'appuie sur une CUMA, voilà, ça fait partie de la délégation externe. Alors, par contre, sur l'exploitation, en fait, souvent, la forme de délégation, elle est mixte. Il n'y a pas que du salariat direct, ou il n'y a pas que de la délégation interne et de la délégation, ou que de la délégation externe. Il y a un peu d'interne, un peu d'externe. Et même dans l'externe, par exemple, on a aussi des formes mixtes. Par exemple, il y a des agriculteurs qui délèguent certains chantiers à la CUMA locale, et puis un autre chantier qui va le déléguer à l'ETA local. C'est pas forcément, si on est à la CUMA, on fait que de la CUMA et on ne fait pas autre chose, du service de remplacement, de l'entraide, etc. Donc la délégation sur l'exploitation, elle est mixte, c'est plusieurs formats. Ce qui va vraiment différencier, est-ce qu'on va aller plutôt sur un salariat partagé, plutôt sur une CUMA, etc. Il y a plusieurs éléments. Il y a des éléments de contexte. Qu'est-ce qu'on a sur la zone, sur notre zone? Est-ce qu'il y a une CUMA? Est-ce qu'il y a possibilité de faire du salariat partagé, etc. Les opportunités qu'offre notre territoire. Et puis, il y a aussi l'importance de la tâche concernant le niveau d'engagement nécessaire. Par exemple, un apprenti, il va peut-être être beaucoup moins autonome qu'un salarié. Et puis, le salarié, il sera vraiment peut-être plus engagé dans le projet de l'exploitation, dans les choix pris sur l'exploitation, que, par exemple, le retraité qui vient donner un coup de main, qui, en fait, lui, l'évolution de l'exploitation, c'est pas forcément, il ne va pas s'engager forcément dans ce projet-là. Il est très autonome, il va pouvoir donner des coups de main, etc. Mais après, pour faire évoluer l'exploitation, ce n'est pas lui qui est le plus engagé dans le projet. Donc, en fait, pour choisir à qui déléguer, il y a un peu ce raisonnement de est-ce qu'on a besoin d'un engagement très fort de la personne qui va réaliser la tâche? Et puis, est-ce que la personne est suffisamment autonome pour réaliser cette tâche-là? Voilà au niveau d'un peu de la présentation de qu'est-ce qu'on observe concernant la délégation en Normandie. Je vais vous laisser soit faire des remarques, poser des questions, et puis je vais laisser également Geneviève réagir à ce qui vient d'être dit. On a quelques questions dans le chat. Et donc, on a une remarque sur la banque de travail, qui n'est pas encore une forme fréquente.
mais qui existent dans certains groupes. Ça, c'est une remarque de Valérie Letellier. Vous les avez toutes, hein, les remarques dans le chat. Combien d'enquêtes on a réalisé? Donc, en tout, il y a eu 6 enquêtes plus 15 personnes au focus group. Voilà. Donc, on est à 21 personnes. Alors, ce qui était intéressant aussi dans le focus group, on a fait ça à Méca Élevage, on a fait ça de façon un peu ouverte en disant on va parler à cet endroit-là et à ce moment-là de la délégation, et finalement on a eu beaucoup de monde avec des gens qui venaient d'un petit peu partout, de tout âge, voilà, il y avait tout pour essayer de discuter de la délégation et puis nous faire part. Et en fait la question, ce qui nous ont remonté surtout, c'est mais oui, mais on comprend l'intérêt de parler de délégation, et surtout en fait on comprend l'intérêt, alors non pas de dire aux gens vous devez déléguer, mais surtout cette capacité qu'on peut avoir dans un boulot comme celui qu'on fait là, d'évaluer les situations ou de donner des outils d'évaluation pour savoir si c'est bon ou pas et ce qui est délégable exploitation par exploitation. Peut-être juste pour rebondir sur la remarque de Valérie Letellier, effectivement, ce que nous avons constaté au niveau de la banque de travail dans nos travaux, c'est que c'est une forme d'organisation du travail qui effectivement se développe de plus en plus, notamment au sein de ce que nous appelons des collectifs d'exploitation. Donc des associations d'exploitation de type assolement en commun, CEP, etc., où les agriculteurs là s'organisent pour partager voilà, des ressources, des compétences, des assemblages de compétences, des heures de travail, et ils utilisent en fait l'outil banque de travail. Beaucoup. Donc, ces formes d'agriculture, d'associations d'agriculteurs, ces formes ont augmenté alors encore plus que la délégation, donc même, mais en nombre absolu, ces formes sont moins nombreuses, mais elles ont augmenté de 80% en fait entre 2000 et 2016. Alors, oui. Il y a un autre point en fait. Alors en préparant le webinaire, hein, dans la discussion avec Geneviève, on est tombé sur un mot et donc moi j'avais envie de le questionner un peu, ce mot-là, c'était la confiance. C'est finalement, j'aurais tendance à dire que ce qui permet de transmettre à quelqu'un ou de dire à quelqu'un vas-y tu le fais pour moi, c'est la confiance qui s'instaure. Mais comment on peut la définir, cette confiance, parce que c'est une sorte de fourre-tout ce mot-là. Comment on peut essayer de le définir, et puis c'est quoi instaurer la confiance? Alors, la confiance, pour ce que nous avons pu percevoir lors de nos enquêtes approfondies de terrain, la manière dont les agriculteurs nous ont exprimé, en fait, c'est ces interactions continues, en fait, que les agriculteurs peuvent avoir avec des prestataires de services. Des interactions continues qui s'inscrivent sur le temps long, hein. C'est des personnes avec lesquelles ils travaillent depuis longtemps. Alors, ça peut être des agriculteurs voisins, ça peut être des agriculteurs qui sont dans leur voisinage, mais en tout cas, voilà, c'est des gens avec lesquels ils ont l'habitude de travailler, d'interagir, de discuter, de rentrer dans des processus, voilà, d'apprentissage collectif. Donc, c'est derrière l'idée, hein, qu'ils nous ont exprimé de la confiance. Ok. Donc ça, c'est un point important, en fait. Est-ce qu'on a des remarques? Alors, j'essaie de redescendre le chat. Alors peut-être juste aussi pour compléter ce que ou alors plutôt pour rebondir que compléter, parce que c'est pas compléter, c'est plutôt rebondir sur ce qu'a présenté Aurélie sur à qui déléguer. Donc voilà, sur cette question de forme mixte. Alors, les statistiques au niveau global, hein, au niveau français, montrent que le recours à des formes internes diminue en fait de 7%. Et que voilà, de plus en plus, les agriculteurs font plutôt appel à des formes externes de délégation, donc qui elles ont augmenté, ont quadruplé en fait depuis les années 2000.
Et parmi ces formes externes, alors il y a des formes voilà, que nous arrivons à percevoir et que les agriculteurs arrivent en fait à mettre en évidence et voilà, à expliciter. Hein. C'est bien sûr tout ce qui relève des CUMA, des ETA, des services de remplacement et de l'entraide. Mais plus encore, en fait, ce qui relève des CUMA et des ETA. Voilà, quand on parle, enfin, je ne sais pas vous, lors de vos enquêtes, mais quand nous, on aborde la question du faire-faire avec les agriculteurs, naturellement, ils nous parlent des CUMA et des ETA, plus des CUMA d'ailleurs, plus des ETA, pardon, que des CUMA. Parce qu'ils ne nous parlent pas nécessairement de ce qui, voilà, du recours à des chantiers complets des CUMA, par exemple. Les agriculteurs n'identifient pas en fait ce service comme un service voilà, de délégation. Et pour les agriculteurs, en fait, déléguer, c'est vraiment déléguer à des ETA. On pourra revenir en fait sur les différents freins aussi tout à l'heure, sur les différents freins de la délégation. Donc c'était juste un petit point sur la confiance et sur le reste, sur ces éléments-là pour donner un premier éclairage. Après, je voulais aussi peut-être vous montrer voilà, donc, la complexité, la complexité du paysage de la délégation aujourd'hui, hein, avec toutes les formes. Alors là, c'est surtout les formes, je dirais, les formes externes de délégation, hein. Et l'angle mort, alors il y a des angles morts, hein, dans ces formes externes. Il y a notamment l'angle mort qui est le travail à façon réalisé par des agriculteurs qui n'ont pas développé une société dédiée pour faire ce travail à façon, donc qui parfois en fait est assimilé à de l'entraide. Il y a aussi la prestation de services par des agences d'intérim. Voilà, donc il y a et des prestataires de services étrangers, bien sûr, hein, et donc il y a pas mal d'angles morts autour de cette question de la prestation, et comme je le disais tout à l'heure, voilà, les agriculteurs n'identifient pas, par exemple, les services de chantier complet comme un service de délégation, de prise en charge en fait de travaux. Et voilà. Donc, ce qui est intéressant aussi en termes de paysage, des prestataires, hein, c'est donc les principaux prestataires, c'est bien entendu donc les ETA et de manière plus, je dirais, plus minoritaire les CUMA. Au travers des chantiers complets. Mais ce qui est intéressant à voir au travers de ces cartes, c'est je dirais la complémentarité en fait, de la localisation de ces prestataires, où on voit bien que les deux cartes se superposent et que voilà, les agriculteurs qui ont recours à des chantiers complets se trouvent dans des zones plutôt voilà, de montagne, les agriculteurs qui ont recours à des ETA sont dans des zones plutôt de plaine, de grande culture. Également, dans ce paysage, ce qui est intéressant de noter, c'est vraiment véritablement l'émergence de nouveaux acteurs. Alors, soit qui sont véritablement nouveaux dans le sens où voilà, nous n'avons pas observé ce type de prestataire avant. C'est ce que nous avons appelé en fait des assistants maîtres d'ouvrage, les land managers, qui sont des chefs de culture, hein, qui ont monté en fait des sociétés, des entreprises comment peut-on appeler ça, de gestion du foncier, si on peut dire. Voilà, des sociétés de gestion qui font en fait l'intermédiaire entre des pools de TA et des exploitants agricoles qui souhaitent déléguer. Donc là, ils remplissent véritablement le rôle d'intermédiaire et ils apportent en fait des services complémentaires comme le conseil, comme la rédaction des contrats, comme la déclaration PAC, comme aussi je négocie en fait la commercialisation des récoltes et je fais l'intermédiaire avec l'aval des filières, voilà, ou alors je négocie les achats d'intrants.
Donc ça, ce sont des nouveaux intermédiaires qui arrivent. Donc pour citer en fait un exemple qu'on connaît assez bien en fait en Normandie, c'est Linkin Farm par exemple qui se retrouve comme une sorte d'intermédiaire qui chapeaute. Tout à fait. Voilà. Oui, Et donc, tout à fait. Vous avez aussi en Normandie, alors je ne sais pas si vous avez en Normandie, mais pas loin, vous avez Agriland également, hein, voilà, qui joue ce rôle-là. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'avec l'émergence de ces intermédiaires, donc nous voyons en fait, si on passe à la diapositive suivante, nous voyons en fait des anciens acteurs traditionnels qui font évoluer leurs services et qui deviennent à leur tour des intermédiaires. Voilà. Donc, vous avez des CUMA, des CETA, des coopératives qui deviennent eux-mêmes des assistants à maîtrise d'ouvrage, donc qui jouent le même rôle que Linkin Farm ou encore Agriland. Donc, au travers des services. Voilà. OK. Mais il manque quand même une chose à voir, c'est que si c'était aussi magique, eh ben, peut-être qu'il y en aurait beaucoup plus que ça. Il y a quand même certains freins à la mise en place de la délégation sur les exploitations. Et souvent, quand on demande, d'après vous, c'est quoi le frein qui reviendrait le premier aux agriculteurs, eh ben, on pense souvent que le frein qui sort en premier, c'est l'économique. Et finalement, ce qu'on voit, c'est qu'un des plus gros freins, c'est vraiment le frein relationnel. Parce qu'en fait, pour déléguer, on va travailler avec d'autres personnes. Et donc, ça nécessite de s'entendre. Par exemple, pour le salariat partagé, c'est de s'organiser avec les voisins ou avec les autres membres de la CUMA. Ensuite, on va rechercher des compétences. Donc, ça, c'est comment on recherche ces compétences, etc. Et puis, même nous, en tant qu'employeur, en tant que la personne qui va déléguer, ça nous demande aussi de développer certaines compétences relationnelles. Donc voilà, cette partie relationnelle, c'est vraiment le premier frein à la mise en place de la délégation. Ce frein, on va le voir tout à l'heure, il n'est pas insurmontable. C'est juste que voilà, c'est peut-être le premier élément à avoir en tête, à travailler. C'est le premier élément aussi à accompagner pour réussir la délégation sur l'exploitation. Ensuite, il y a des freins organisationnels. Donc, par exemple, quand on a un salarié et que son temps est déjà saturé, voilà, on ne peut pas rajouter, on a besoin de déléguer une tâche, si le salarié est déjà saturé, on ne peut pas rajouter par-dessus. Donc, comment on fait dans ces cas-là? Ensuite, déléguer, comme l'a dit tout à l'heure Hugo, dès le début du webinaire, déléguer, ça ne veut pas dire on donne les tâches à faire, on ne les regarde plus, on ne s'en occupe plus, on ne décide de plus rien. Même si les tâches sont faites par quelqu'un d'autre, on doit quand même continuer de les suivre. Donc ça demande de s'organiser pour pouvoir faire ça. Le fameux délégué n'est pas délaissé. Voilà, je le retrouve ça aussi. Ensuite, pour certains salariés, pour certains exploitants, pardon, il y avait la question de comment on gère le salarié pendant la saison morte. En gros, quand on n'est pas dans les gros pics de travail, comment ça se passe? Et puis, il y a la question aussi, quand on est salarié, on n'a peut-être pas les mêmes conditions de travail, notamment en termes d'horaire. Et du coup, comment on gère tout ce qui est temps d'astreinte par rapport au temps salarié? Donc voilà, donc plein de questions autour de l'organisation. Ensuite, il y a aussi des questions économiques quand même, et on va les aborder notamment tout à l'heure. Mais voilà, combien ça coûte de déléguer? Et ensuite aussi, combien ça coûte les aménagements et les investissements nécessaires. Par exemple, quand on va embaucher un salarié, ce serait bien d'avoir quand même des toilettes sur l'exploitation, pour avoir des conditions matérielles convenables pour le travail du salarié. Voilà, des fois, ça demande des aménagements, et certains peuvent être freinés par ces aménagements au niveau économique. Mais quand on regarde les chiffres, et ça, on le verra tout à l'heure, est-ce que c'est vraiment un frein insurmontable? Donc, on verra tout à l'heure comment on y répond sur la partie économique. Et ensuite, il y a aussi des questions techniques. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la qualité du travail réalisé, ça peut être une motivation, mais ça peut être aussi un frein. Parce que des fois, quand on a besoin d'un travail de qualité, on a plus de mal à faire confiance quant à la réalisation de ce travail-là. Donc, il y a des questions aussi techniques. Et puis, quand une tâche elle a un rôle stratégique pour l'exploitation, comme je disais tout à l'heure, ça freine aussi à sa délégation. Et puis, on a aussi des freins personnels.
Donc, par exemple, on a vécu une mauvaise expérience, on nous a raconté une mauvaise histoire sur la délégation dans telle situation ou tel salarié, ou le salariat partagé, quelqu'un a vécu une mauvaise expérience, du coup, nous, on n'y va pas, ou etc. Ou bien la question de l'affinité. Comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être que ça pourrait être plus intéressant techniquement ou économiquement de déléguer telle opération culturelle. Oui, mais si nous, c'est vraiment la tâche que l'on préfère faire et que c'est comme ça qu'on aime notre métier, pourquoi on ne va pas se garder toutes les tâches qu'on n'aime pas et déléguer toutes celles que l'on aime? Voilà. Donc, vous avez un peu les différents types de freins que l'on a identifiés et un peu leur ordre d'importance. L'idée maintenant pour la fin du webinaire, c'est maintenant qu'on a vu ces freins-là, comment on les lève? Comment, en accompagnant, on peut lever certains freins à la délégation? Voilà. Je vous laisse la parole, c'est fini pour moi. Alors, on a quelques questions en plus sur le chat. Caroline, si tu veux, tu peux poser directement ta question. C'est le plus simple. Alors. Oui, c'était simplement une question, comme dans les enquêtes que vous avez pu faire, comment les gens, les agriculteurs appréhendent le fait d'adapter leur outil à la délégation. Je pense notamment à la traite. On entend beaucoup d'agriculteurs qui disent qu'ils ont du mal à trouver des salariés pour se faire remplacer, mais on a aussi des fois des exploitations où le salarié il a déjà fait la traite une fois, mais il n'a pas trop envie de revenir parce que la traite est très longue, parce que la manière de faire de l'agriculteur est complexe. Comment les agriculteurs ils prennent conscience aussi qu'il faut parfois simplifier la manière de faire ou avoir un niveau d'exigence différent quand on fait faire la tâche par quelqu'un d'autre. On a eu une partie de la discussion avec Geneviève aussi sur l'existence, par exemple, d'un cahier des charges. En fait, la question était, est-ce qu'il est suffisant alors, ça sera que partiel, la réponse. Hein. Est-ce que c'est suffisant d'avoir un cahier des charges pour que l'autre sache exactement ce qu'il faut faire? La réponse, elle était plutôt de dire que finalement, le cahier des charges, tel que c'est vu dans la sous-traitance automobile, par exemple, hein, comme ça a été il y a très longtemps, c'est peut-être pas suffisant. En fait, même quelqu'un qui est juste sur le tracteur à conduire, vous savez, le chauffeur, quoi. S'il n'est pas un peu pédagogue, s'il n'est pas capable d'expliquer ce qu'il va faire, s'il n'y a pas une discussion qui se met en place entre l'agriculteur et lui, en fait, vous savez, la façon de relier les deux personnes pour essayer de voir ce qu'il peut faire, ce que l'autre propose, qu'il y ait des échanges réels. On s'éloigne un peu du cahier des charges. Le cahier des charges, c'est juste quelque chose de fixe et on y répond. Là, c'est plutôt un dialogue qui se met en place et qui permet en fait de faciliter le travail de délégation. Je ne sais pas, Geneviève, si vous avez des compléments. Oui, moi je dirais que l'agriculteur, quand il, de ce que nous avons compris des agriculteurs que nous avons enquêtés lorsqu'il délègue, c'est qu'il il s'attend à ce que, il va rien adapter de ses pratiques à la délégation. C'est qu'il s'attend à ce que le prestataire en face soit compétent et fasse mieux, aussi bien, voire mieux que lui. Voilà. Et bien entendu, il y a des déceptions dans cette relation de délégation, mais l'agriculteur, il n'adapte pas du tout ses pratiques parce qu'il veut déléguer. Donc, il y a des attentes, vous avez raison, il y a des attentes fortes de la part des agriculteurs. Et en face, les entreprises de travaux agricoles cherchent à monter en compétences. Toutes ne le cherchent pas, mais voilà, un certain nombre d'entreprises de travaux agricoles aujourd'hui, ou alors d'autres prestataires de services, cherchent à monter en compétences pour répondre à ce niveau d'exigence. C'est la raison pour laquelle la confiance aussi est importante. Un agriculteur ne va pas déléguer à n'importe qui. Et dans nos enquêtes, dans nos sondages auprès des plusieurs milliers d'agriculteurs, ce que nous voyons, c'est que les agriculteurs délèguent dans un rayon de moins à des prestataires qui se situent dans un rayon de 10 à 30 km. En tout cas, à moins de 50 km. Donc, ça reste une relation de proximité. J'essaie de voir si on a d'autres questions.
Alors, les cahiers des charges, moi, Oui, le cahier des personnellement, charges, oui. voilà, je n'en ai jamais, enfin, je n'en ai jamais croisé, hein. Donc, nous avons demandé à chaque fois que nous enquêtons sur le terrain de manière approfondie, nous demandons en fait si c'est possible d'avoir accès aux contrats pour voir ce qu'il y a exactement dans les contrats. Mais les cahiers des charges, comme on peut voir dans la sous-traitance des autres secteurs, on n'en a jamais vu, alors peut-être une fois avec Agriland, mais voilà, rarement il y a des cahiers des charges. Et il y a beaucoup d'informalité en fait dans cette relation de sous-traitance. Et alors tant que cette relation elle repose sur une grande part d'interconnaissance, cette informalité passe, c'est-à-dire que tout se fait en fait par des échanges de paroles, c'est comme ça que tu vas faire, etc. Et souvent aussi le prestataire, lorsqu'il n'est pas connu de l'agriculteur, ce qu'il va promettre, c'est un niveau de productivité ou de rendement voilà, qui est égal à celui que l'agriculteur a l'habitude de générer. Des qualités en fait égales. Après, il n'y a pas, voilà, j'ai pas vu de cahier des charges. Ok. Après, le cahier des charges, il est plutôt aussi, en fait, c'est une sorte de liste de voilà ce que je veux. De voilà ce que je veux. C'est pas un cahier des charges tel que on pourrait avoir ailleurs rédigé, mais en fait, c'est voilà ce que je veux, voilà à quoi je m'attends et voilà comment il faudrait faire aussi. Et donc, c'est plutôt les exigences, quoi, en fait. Oui, mais c'est pas tant des exigences, j'ai rarement vu des exigences qualité. C'est-à-dire, D'accord. voilà. Après, après, ce que nous avons constaté, c'est qu'il arrive qu'il y ait des agriculteurs qui délèguent des chantiers pour lesquels il y a des démarches de qualité avec cahier des charges. Auquel cas, le cahier des charges, c'est celui de la démarche qualité en question. Donc, un blé label rouge, ou voilà, un blé force, il y a un cahier des charges qui va avec, ou alors, voilà. Hop. Il y a la délégation en agriculture biologique aussi. Ça existe aussi alors. Oui, oui. Ok. Ok. Hop. Alors, on essaie de. Waouh. Ça fonctionne? Ouais. Hop. Alors, on fait du partage d'expérience. Et donc, on va glisser sur la partie accompagnement. Donc, en gros, on a une liste que vous voyez sur l'écran. En fait, il y a 4 groupes. Donc, faut vous cliquiez, en fait, vous allez cliquer en fait sur les adresses que vous avez ici. Donc, il va falloir se répartir en groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4. Alors, on a un petit souci technique sur la répartition. Alors, on va essayer de copier les adresses. Mail. Ah ouais, alors, du coup, on va essayer de copier les adresses mail pour vous répartir dans les groupes. Ah là 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 là. Hop. Ah, d'accord. Non, pardon, j'ai fait une. Ne tenez pas compte de ce que j'ai envoyé. Je n'avais pas compris que c'était vous qui le faisiez à la main. Ouais, bah, ouais. Hop. Donc là, voilà un groupe 1 que je viens de publier. Ensuite, je vais publier un groupe 2 et un groupe 3. On n'aura pas le 4 en fait. S'il y a des personnes qui ne se retrouvent pas dedans, vous mettez dans le groupe que vous voulez en fait. Hop. Édition. Copier. Et comment on fait dans quel. Enfin, on clique où c'est où enfin, on va le recevoir où? Alors ça, les listes de groupes, paraissent sur le chat. Donc sur le chat de Zoom, il y a la liste des groupes et l'adresse en fait. Donc là, il y a un groupe 1 et un groupe 2. Donc le groupe 1, en fait, vous voyez dans la liste, vous cliquez sur le lien groupe 1. Et pour le groupe 2, vous êtes sur la liste aussi. Vous allez cliquer sur le lien groupe 2. Et pour le groupe 3 qui arrive, hop. Tu nous répartis 1, 2, 3. Voilà, c'est ça. Mais je suis la seule à pas. Enfin, je ne vois pas les noms des groupes. Ah oui, pardon.
Tu les vois, Aurélie, là? Attends. Je suis censée les voir où? On ne les voit pas, en fait. Hugo, t'as envoyé qu'à moi, en fait. Ah, ok, d'accord, c'est ça. Donc, groupe 3, ils n'arrivent pas. Touc. Bon, je remets pour tous. Ça, c'est groupe 3. Ah ouais, d'accord, ça a marché. Groupe 3. Hop. Donc, vous voyez les noms apparaître. Le groupe 2 arrive. Ok, alors je vais dire les noms des personnes qui sont dans le groupe 3, si j'ai bien compris. Alexis Dufumier, C. Poté de l'AS Normandie, Johan Navas de Normandie, de la Chambre de Normandie, L. Turmot de l'AS Normandie, Christian Savary, Débénard de l'AS Normandie, Catherine Bosson de la Chambre Normandie, Joris May, je suis vraiment désolée si j'écorche les noms, Chambre de Normandie, Denis Ripoche, Charlotte Cou, Caroline Tostin, Patrick Le Poitvin de la Chambre, Alexia Lezade, Gilles Fortin, Céline Collet. Vous êtes, si j'ai dit votre nom, vous êtes dans le groupe 3. Donc, quel animateur, là, Denis, va en 3? Christian. On ne donne pas la main. C'est Christian qui va dans le groupe 3. Il faut qu'il y ait un de nous, Aurélie. Oui. Je vais aller dans le groupe 3. Je vais aller dans le groupe 3. Donc, Hugo dans le groupe 3, Valérie dans le groupe 2, Aurélie dans le groupe 1. Ok. Ok. Alors, viennent avec moi Nathalie Pignerol, Aurore Duquesne, Régis Vecrin, Julie Zanetti, Patrick Regnault, Fabien Brégeot, Blandine Carré, Émilie Buisson, Freddy Prel, Arnaud François, Justine Hébert, Julien Fischer, Corinne Gommel. Donc, vous cliquez sur le lien du groupe 1 et on se retrouve pour 15 minutes. Ça dure 15 minutes. C'est-à-dire qu'à 16h15, nous sommes tous revenus sur Zoom. 16h15, on retrouve tous sur Zoom. Donc en fait, vous avez le lien Zoom sur lequel vous avez cliqué tout à l'heure pour venir nous retrouver ici là, et ben faudra reprendre sur ce lien-là. Donc vous pouvez fermer Zoom si vous voulez. Je présente parmi les outils que nous on utilise dans le réseau Kuma. Voilà, on voulait vous témoigner de 2 outils. Donc le Mecha Flash et un autre qu'on est en train de mettre en route, voilà, à travers le sujet d'aujourd'hui, Mecha Flash Travail. Alors Mecha Flash, tout le monde l'a pas forcément testé ou vu comment ça se déploie. Donc tu peux passer à la diapo suivante. En fait, c'est un outil assez simple d'utilisation que agriculteurs, jeunes en formation, conseillers, voilà, qui sert à donner un repère à un moment donné de la mécanisation optimisée par système d'exploitation. En fait, il y a 23 paramètres à rentrer sur l'exploitation. Donc, ça parle de l'assolement, ça parle des tonnages de fumier, des tonnages de récolte, des tonnages de paille. Voilà, donc à partir des différents chiffres, des différentes données d'exploitation, on rentre dans un tableur en fait. Mecha Flash calcule les repères optimisés, donc donne un repère en termes de niveau d'euros hectares en charge de mécanisation, et une notion aussi intéressante qui permet d'aborder après l'angle de travail derrière. Donc voilà pourquoi, c'est les besoins en heures de tracteurs forte puissance pour la réalisation de l'ensemble des activités en termes de chantier sur l'exploitation. Donc on retrouve de façon très très rapide le tracteur de forte puissance, quel nombre d'heures il représente sur l'exploitation. Est-ce que c'est 300 heures? Est-ce que c'est 600 heures, 800 heures? Bon, plus les autres tracteurs à côté. Et donc, ça nous permet d'avoir une discussion sur les besoins, sur la façon de fonctionner sur l'exploitation en termes de chantier, d'investissement matériel.
Et l'ensemble de ces repères, voilà, ils proviennent aussi des coûts des matériels utilisés en CUMA de façon optimisée, en prix de revient matériel. Donc, voilà ce que Mecaflash à la base calcule. Et en fait, dans cet outil-là, donc justement, comme on a les heures finalement les heures de tracteur, on peut calculer facilement derrière les heures de chantier. Donc, on a fait évoluer notre outil. Donc, on appelle pour le Mecaflash Travail. Donc, en fait, on continue l'échange avec l'agriculteur pour lui faire dire combien, en fait, combien de temps il passe à faire certains chantiers. Donc, ça passe de l'épandage lisier fumier, le temps de labour, le temps de déchômage, le pressage de foin, pulvé, binage, distribution, fauche. Donc, on a identifié des chantiers et à ces dires, en fait, on les positionne en nombre d'heures globales et de la même façon aussi sur une échelle tout au long de l'année, de manière à pouvoir comparer entre lui le temps qu'il passe et le temps, si ces chantiers-là étaient délégués, à la fois qu'il ait un repère en termes de coûts de chantier délégué et de temps économisé s'il délègue à une entreprise ou une CUMA. Voilà. Donc, le repère Mecaflash Travail donc, lui donne le calcul de la prestation à l'année s'il déléguait complètement ce chantier-là et donc lui donne un indicateur également à la fois donc, du coût de la prestation à l'unité, le temps gagné et le temps délégué facturé, puisqu'un chauffeur qui prend un chantier qui fait que ça, en fait, il n'a pas à dételer, rateler, il fait des fois, il peut faire 10 heures par jour. L'agriculteur éleveur, il va commencer à 10 heures son chantier, il va devoir arrêter à 16 heures. Donc voilà, en termes d'efficacité, voilà pourquoi aussi en termes de durée de temps, ça a du temps à gagner. Donc on peut répartir justement on a un graphique en fait simple du coup à partir de sa façon de répartir le temps de travail sur les chantiers. Donc on le répartit sur une échelle du temps et ça permet d'avoir un échange avec lui aussi sur les points de travail en termes de chantier. Donc là sur un exemple que vous avez sous les yeux en bleu, c'est la distribution. Donc voilà, ça permet de quantifier le temps de travail sur ce chantier-là et éventuellement de le comparer à une délégation en CUMA possible sur la décileuse, après avec d'autres évaluations sur la partie coût du décilage. Voilà. Donc, la première chose que les agriculteurs, effectivement, quand on parle de délégation, c'est combien ça va me coûter, est-ce que ça me coûte plus ou moins que ce que j'ai actuellement et quelle est la plus-value. Donc, ce petit outil assez simple permet déjà d'avoir un bon échange sur le temps délégué et le temps gagné. Ça marche? Hop. Il y a une première question de Blandine qui demande comment on collecte les données du temps passé par l'éleveur. Du coup, pour le temps passé par l'éleveur, c'est du déclaratif. En fait, on lui demande par opération combien de temps il passe, donc par exemple sur le labour, etc. Alors, on a conscience que le déclaratif, ce n'est pas quelque chose de précis, mais cette donnée-là, elle n'est pas utilisée pour les calculs. C'est juste une donnée de discussion. Ah, vous estimez que vous passez tant de temps, et bien du coup, vous pourriez gagner ce temps-là si vous ne déléguez pas. Par contre, pour toutes les autres données, ce sont des données précises puisqu'elles sont utilisées dans les calculs. Mais cette partie-là, elle n'est pas utilisée dans les calculs vu que c'est que du déclaratif. Mais c'est déjà un bon élément de discussion. Est-ce qu'on a d'autres questions sur l'outil? Non. Alors, on va pouvoir passer sur un deuxième outil, en fait. Lequel, du coup? Calculette. Ouais. Calculette Isor, tu es dans les parages? Oui, je suis là. Et voilà. Donc, tu vas pouvoir prendre... Alors, ça doit suffire ou alors tu veux prendre la main pour le partage?
Ouais, je vais commencer par cette diapo et après je prendrai la main. Ok, vas-y. Diapo, plus la deuxième, je sais pas qui s'occupe de. C'est Aurélie. Donc, mais Ouais. tu vas pouvoir partager et puis ouais, voilà. Donc, mais bon, la première, la deuxième diapo, c'est bon. Ok, vas-y. Ok. Du coup, moi, je vais vous parler d'un outil chambre qui s'appelle la calculette travail. Alors, c'est pas hyper parlant comme ça, mais en fait, à quoi elle sert cette calculette? C'est d'évaluer le temps de travail prévisionnel et les variations sur l'exploitation, et tout ça à partir de références qui ont été mises dans cette calculette et aussi d'observations de professionnels. Cette calculette, il y a deux versions. Il y en a une simple et une pro. La simple, tiens, si tu peux juste mettre la diapo d'après. Merci, oui. Elle est en accès libre à tous les utilisateurs. Sur Internet, il y a juste à taper calculette travail chambre d'agriculture, vous la trouvez. Et c'est très simple à remplir et vous pouvez visualiser votre temps de travail à l'année et à la semaine. Comme vous voyez sur le petit encart, là, il y a un temps de travail total de 4734 heures. En fait, l'agriculteur a rentré sa production, enfin ce qu'il fait sur son exploitation, et ça a donné un temps global. Il permet, voilà, aussi en fonction de ses productions, par exemple, si c'est une exploitation classique qu'on a nous ici dans la Manche, bovin-lait, l'heure qui passe à la traite, l'heure qui passe à l'alimentation de ses vaches, l'heure qui passe au génisse et tout. Mais c'est pas plus détaillé que ça, et ça permet donc d'apporter vraiment un premier niveau d'information et d'entamer une réflexion autour des sujets de travail, d'organisation du travail et d'astreinte. Après, il y a une deuxième version, du coup, qui est la version pro, c'est la slide d'après. Elle est beaucoup plus détaillée et là, elle demande d'avoir un compte pro. Et on peut visualiser toujours ces temps de travaux sur l'année avec les pics et les creux d'activité sous forme de graphique. Il y a une répartition des tâches en fonction aussi des intervenants parce que vous rentrez qui est présent sur la ferme, si vous faites appel à des CUMA, à des ETA, si vous avez des salariés, à combien de pourcents aussi ils sont, si c'est à 50%, à 100%. Voilà, du coup, ça permet vraiment de dimensionner l'activité et avoir voilà, une heure globale et en fait des pics de travaux qui sont au plus proche de la réalité. Pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble, je vais vous montrer, voilà, là vous avez quelques graphiques qui ressortent dans la calculette pro et surtout je vais vous montrer directement à quoi elle ressemble parce que c'est vrai que quand on dit calculette, voilà, ça parle pas forcément. On dirait une petite boîte avec des petites touches là, mais c'est pas ça. Une petite boîte avec... Non, c'est plus moderne, Denis, c'est beaucoup plus moderne. Du coup, voilà, sa première interface, vous tombez là-dessus, du coup, c'est un peu le profil, si vous êtes un agriculteur, un futur installé, étudiant, vous posez des questions sur votre installation, le département, votre tranche d'âge. Pourquoi la tranche d'âge? C'est vrai que ça va impacter aussi un peu si vous êtes en phase de croisière, en phase d'installation, en phase de transmission, vous n'avez pas forcément la même efficience et aussi vous n'avez pas forcément les mêmes outils. Du coup, tout ça, ça va leur permettre aussi de se baser sur certaines références. Après, vous avez mes données d'exploitation. J'en ai déjà rentré pour aller un peu plus vite. J'ai pris une exploitation bovin-lait normale, 80 vaches laitières, des génisses. Et en fait, vous avez ajouté une activité ici où vous pouvez choisir un peu le type de production. Vous avez vu que le travail administratif est compris dedans. Production animale, production végétale. Du coup, voilà, là, on a des bovins-lait, on a des cultures d'hiver avec un peu de céréales à paille, du maïs, ensilage, des prairies, un peu de dérobé. D'ailleurs, j'ai oublié le travail administratif, alors on va le remettre, comme ça vous allez voir un peu hop, à quoi ça ressemble. Là-dedans, vous avez l'administratif pur et dur, les rendez-vous, formations, réunions. Alors voilà, je ne veux pas détailler tout ce qu'il y a dans cette calculette parce qu'il y a vraiment énormément de choses pour aller justement au plus proche de la réalité. Hop là, niveau moyen, exploitation 1, validé. Voilà, là vous avez du coup les données de saisonnalité. En fait, pour que ça corresponde à votre exploitation, vous pouvez changer un peu les saisonnalités. Je vous prends l'exemple, traite des vaches laitières. Ils considèrent que vous faites ça toute l'année, sauf que bon, il y a encore très peu d'exploitations comme ça, mais par exemple, il y en a qui ferment leur traite 2 mois par an parce qu'elles sont en village groupé. Alimentation des vaches laitières, ils considèrent que vous êtes en pâturage de mars à octobre.
Voilà, si vous êtes en zone de montagne, bah, ça va plutôt être de mai à octobre ou choses comme ça. Du coup, vous pouvez vraiment adapter. Ça va être pareil pour les cultures d'hiver et tout et tout. Vous pouvez, sur chaque culture, si l'implantation, c'est pas exactement ça. Et c'est là, vous voyez des chiffres, en fait, 31, c'est 31 jours par an, par mois. Du coup, 31 jours sur le mois de janvier. Par exemple, là, je sais pas, vous mettez vos vaches laitières que 15 jours en mars, bah, vous mettez 15 jours. Du coup, quand on arrive là, on nous demande en fait vos données de délégation. Du coup, qu'est-ce qu'il y a sur l'exploitation? Alors moi, j'ai mis qu'il y avait Jean et Marie qui étaient chefs d'exploitation, associés. Marie est à 50%. Je peux aussi mettre, par exemple, une ETA. Du coup, Georges, j'ai un peu mal écrit, c'est une ETA, et mettons que c'est 5% à peu près du temps. Alors là, ah oui, on peut aussi mettre la liste des tracteurs. Je ne me suis pas amusée à le faire, mais voilà, si c'est en location en propriété, ça c'est plus un peu l'aide sur l'exploitation. Finalement, avoir un tracteur, c'est aussi délégué. Être bien équipé. Après, on peut dire, bah voilà, qui fait quoi? Par exemple, Jean, on va dire qu'il fait la traite. Là, c'est par défaut, c'est mis en 100%, 50%, mais on peut dire, en fait, non, la traite, c'est pas Jean qui l'a fait. La traite, c'est Marie qui l'a fait à 100%. Voilà, on peut s'amuser un peu à changer tout ça. Je valide et je continue. Et là, on arrive au cœur du sujet, à ce qui nous intéresse vraiment. C'est tout d'abord, voilà, là, il considère que sur cette exploitation, par an, il y a 5330 heures de travail. Il peut nous dire, en fait, le temps de travail par atelier. Le bovin lait, ça vous prend plus de 4000 heures. Les cipans, c'est 46 heures. Le travail administratif, 400 heures. Après, vous avez un autre graphique où là, il est réparti le temps de travail par atelier par mois. Ça permet vraiment de voir les pics de travaux. Vous voyez que vous en avez en avril, vous en avez forcément l'hiver parce que vous avez vos bovins en bâtiment. Du coup, on voit directement quand on regarde ce graphique où sont les pics de travaux. Là, avec un peu tout ce qui est plus précis par rapport aux heures par mois. Ça, pareil, mais à la tâche par mois. On continue. Et là, un peu le temps de travaux par associé. Voilà ce que fait à peu près Jean, en décembre, il a ça comme boulot, Marie, elle a ça comme boulot, et bon, je l'ai fait bizarrement, mais mettons que le TA va bosser pour ça. Là, quand on voit Jean, il a à peu près 2254 heures de boulot par an. Marie, elle en a 2878, parce qu'en effet, elle fait toute la traite. Hein. Rappelons qu'elle fait toute la traite. Elle est censée être à mi-temps. Enfin voilà, ça peut donner des pistes en fait de réflexion quand vous êtes en rendez-vous et en conseil. Donc c'est un gros travail analytique en fait qui permet d'aller dans les profondeurs en fait du temps de travail de l'exploitation. Il y a quelques questions en fait. Combien de temps tu mets chez un agriculteur pour faire ce type de travail-là? Alors ça, je vais laisser Bénédicte vous en parler parce qu'elle a commencé un peu à essayer, parce que voilà, c'est un outil qui vient de sortir. Les accompagnements, je sais qu'en Bretagne, ils font des accompagnements à l'installation avec. Mais chez nous, on n'a pas encore tout à fait commencé. C'est un outil qu'on vient on vient d'être formé là-dessus. Et Bénédicte a commencé un peu à le tester. Du coup, Bénédicte, si tu veux nous en parler un peu plus. Donc, Isor de Thésie, qui est basé à Avranches. Avranches, ouais. À Chambre d'agriculture à Avranches. Et Bénédicte, qui est basé à Arc-la-Bataille, c'est pas ça? Ou là-haut? Arc-la-Bataille et Rouen. Enfin, moi, je fais conseil de travail sur l'Eure et la Seine-Maritime. D'accord. Et donc, alors, tu as essayé de tester ça? Combien de temps tu mets avec un agriculteur pour faire ça? Ça dépend de la complexité de son système. C'est quand même relativement rapide. L'outil, il est assez court. Enfin, vous avez vu, c'est assez à la fois intuitif et puis en même temps relativement convivial quand même. Donc, c'est assez souple, je dirais. Si on n'est pas déjà entré dans la discussion sur des évolutions, etc., en une demi-heure, on a fait la saisie. Puis après, tout le reste du travail, c'est quand même la réflexion autour de choses qui ont été faites ou qu'il souhaiterait faire évoluer, quoi. D'accord, ok. Donc en fait, ça nous fait deux beaux outils analytiques et puis avec des éléments en fait en quantitatif côté Mécaflash et côté calculette là. Et alors côté Dartec, on a tenté des choses. Puis je vais laisser Denis en fait présenter les éléments. Donc c'est au moment des entretiens que ça s'est passé avec les agriculteurs. On s'est dit tiens, et si on faisait, et voilà.
Ouais, donc je vais essayer de faire assez vite parce que je vois que le temps tourne. Donc on a utilisé en fait, voilà, maintenant on va avoir un guide d'entretien qui va être à disposition de tout le monde. C'est le guide d'entretien qu'on a utilisé justement pour aller faire nos entretiens auprès comment dire, au moins des sites d'exploitation. Donc l'objectif en fait, c'était d'avoir un support pour conduire les entretiens, échanger avec les exploitants qui se posent des questions sur la délégation, avec deux objectifs. Donc c'est identifier donc les besoins et les freins à la mise en place de la délégation sur l'exploitation, et donc dégager donc un premier jet, si possible, d'un plan d'action, quoi. Donc ce guide, en fait, il y a trois parties, hein, donc tu peux peut-être passer la slide suivante. On a d'abord un état des lieux où effectivement on va aborder les éléments historiques et les évolutions à venir, comme par exemple, je sais pas moi, la transmission de l'exploitation ou un changement de système. Pardon, forcément il y a toujours un coup de fil. Donc on fait aussi une analyse de la main-d'œuvre qui est présente sur l'exploitation, et puis aussi aborder aussi en gros les offres qu'il y a aussi au niveau de l'environnement de l'exploitation. Est-ce qu'il y a des CUMA, est-ce qu'il y a une ETA, est-ce qu'il y a de l'entraide, une banque de travail, qu'est-ce qui est disponible autour de l'exploitation. Et puis donc une fois qu'on a fait cette première partie, on va travailler en fait sur une seconde séquence. On va identifier une dizaine de tâches principales que l'exploitation a identifiées, et on va essayer de la hiérarchiser en fait, via une note de 1 à 10, sachant que 10, c'est la priorité à déléguer, et on va dire auprès de 0 ou 1, c'est la tâche que l'exploitant ne veut pas déléguer parce qu'il pense qu'elle est stratégique, ou alors en tout cas, ça lui tient à cœur. Et donc ça, on va réussir à hiérarchiser les tâches que l'on pourrait éventuellement déléguer. On a créé aussi un petit support, je veux dire, un peu un support A3 là, pour rendre l'entretien un peu plus ludique et plus visuel, où effectivement on identifie en fait ce que l'exploitant fait, ce qu'il délègue en interne et en externe, et puis les priorités de ce qu'il pourrait éventuellement déléguer dans son plan d'action. Donc ça permet d'avoir un support pour discuter des tâches sur lesquelles il peut agir, quoi. Et puis donc à la fin, si ça a été plutôt fructueux, on arrive aussi derrière à poser donc un plan d'action avec un calendrier sur les tâches à déléguer à l'avenir. À savoir aussi que donc dans ce guide d'entretien, ce qui est plutôt bien pour aller plus loin, c'est d'utiliser un outil comme Valérie nous a présenté, comme Mecaflash Travail, qui peut être complémentaire aussi à ce guide. C'est assez court. T'es rapide, mais bon, c'était super, quoi. Donc là, on arrive vraiment à coupler ce qu'on a dit tout à l'heure, la nécessité d'avoir une approche quantitative et qualitative. Avec Mecaflash Travail, on est sur du quantitatif. Avec l'entretien là que vient de vous présenter Denis, on est sur du qualitatif. Et ça permet vraiment de coupler les deux. Et donc, ça paraît assez intéressant, en fait, d'avoir ce type de discussion-là avec les agriculteurs d'une façon assez structurée. En fait, Dartech, là, notre projet, ce qui donne, c'est ça, c'est la possibilité de récupérer des outils, de les mettre ensemble dans le but de développer des nouvelles façons de parler de la délégation, d'approfondir la délégation avec les agriculteurs. Oui, je voulais rajouter, on a utilisé les deux outils sur deux exploitations, là, avec Gabriele et Romain Dancet. Pour faire échanger les deux agriculteurs sur cet aspect-là, et je ne conclue pas sur la suite du conseil, mais au moins on a mis les deux outils ensemble pour faire, et le questionnaire. Voilà, c'est ça. Juste un point très rapide en fait sur les quelques autres formations qui existent. Alors ça c'est du côté de la chambre. On avait Romain Dancet qui devait venir et puis il n'a pas pu venir, donc il s'est fait remplacer par Isor et Bénédicte. Mais donc il y a des éléments sur manager, motiver son salarié, cultiver les relations entre associés, agir au quotidien, optimiser mon temps de travail, optimiser mon organisation au travail en élevage laitier. Il y a plein de choses qui existent sur l'optimisation, le temps de travail, l'organisation du travail. Donc ça veut dire que c'est déjà commencé. La délégation, ça s'ajoute à ces éléments-là.